Alors bonjour à toutes et à tous. Donc ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous prévention 2025. Alors nous laissons peut-être encore quelques instants aux derniers participants pour se connecter. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est OK pour vous? N'hésitez pas à compléter, à me répondre dans la partie chat. Alors oui, je vois que tout est OK. Écoutez, je vous propose de démarrer. Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc moi, je suis Sabine Curcy. Je suis référente prévention au sein de la direction d'action sociale et sociétale pour les métiers de la santé et prévoyance du groupe Apicil. Alors le rôle à l'action sociale est de vous accompagner, vous et vos proches, à chaque étape de la vie, en particulier dans les moments de fragilité. Donc nous soutenons également de nombreux projets sociétaux comme l'accès aux soins, l'accompagnement des patients et de leurs familles, l'inclusion du handicap ou encore la recherche médicale. Et moi, en tant que référente prévention, j'interviens aussi auprès des entreprises et l'ensemble des assurés pour promouvoir la prévention et mener des actions de sensibilisation. Et parce que la santé et le bien-être de nos assurés sont au cœur de nos engagements, nous proposons tout au long de l'année un programme de prévention qui est assez complet donc sur la santé, avec des thématiques diverses et variées, comme bouger, la sédentarité, maladies cardiovasculaires, la ménopause, la santé mentale. En tout cas, plusieurs thèmes de santé, sachant que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos webinaires sur notre site, monapicil.com. Je vous mettrai le lien dans la partie de chat et je vous invite à aller les visionner. Alors, le thème du jour est essentiel, donc addiction, les comprendre pour mieux les prévenir. Chacun peut être confronté directement ou indirectement à des situations susceptibles de fragiliser la santé, la sécurité ou l'équilibre de vie personnel. Et l'objectif de ce webinaire est de vous apporter un éclairage simple et concret sur les différentes formes d'addiction, de connaître les signaux d'alerte, d'adopter les bons réflexes ou accompagner une personne en difficulté, sans tabou et en toute confidentialité. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie de chat. Nous prendrons un moment ou en fin de webinaire ou pendant le webinaire. Et puis surtout que voilà, aujourd'hui, pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dalibar, qui est président de l'association des patients experts en addictologie. Bienvenue et merci d'être avec nous, Nicolas. Je vous laisse la parole et surtout, je vous souhaite un excellent webinaire. Bien, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Merci de m'accueillir. J'ai deux casquettes. Je suis d'abord consultant aussi pour GRE Conseil, qui est une entreprise qui forme, qui sensibilise au sein des entreprises à la question et au sujet des addictions. Parce que quand on parle d'addiction, vous l'avez dit, on parle de santé, santé physique, de santé mentale aussi, de bien-être globalement, et bien évidemment, c'est une question aussi de sécurité. Ce sujet des addictions, et je vais vous dérouler un support, mais bien évidemment, il est plus là pour je dirais, mieux comprendre peut-être ce qui est en jeu et puis vous donner quelques clés pour savoir agir. On dit en addictologie que le soin commence à partir du moment où on nomme la chose. Nommer cette chose, c'est finalement savoir peut-être dépasser nos peurs, le tabou des addictions, parce que quand on parle, si je prends juste l'alcool par exemple, quand on parle d'alcool et qu'on identifie une personne qui est en difficulté, derrière les mots qui apparaissent, c'est l'alcoolisme, l'alcoolique. Le mot alcoolique en lui-même, il est tellement porteur de représentations péjoratives et négatives que quelque part, c'est un peu frapper du sceau de l'infamie la personne. Alors quand on est un homme, c'est pas très facile. Quand on est une femme, c'est encore plus compliqué. Il y a un certain nombre de ressources dont je vous parlerai, mais j'en profite là pour vous parler de ces deux documentaires qui sont trouvables encore sur France TV en replay. Un qui s'appelle Boire, qui est extrêmement riche de témoignages, et un autre plus spécifique pour les femmes qui s'appelle L'alcool au féminin. Et donc voilà, si vous souhaitez creuser un tout petit peu cette thématique, je vous invite à vous y référer. C'est assez d'abord touchant et puis très stimulant en termes de compréhension de ce qui se joue. Alors, on a préparé pour vous un petit support de représentation que je vais vous partager.
je vais dérouler le programme avec vous. On va parler d'addiction avec ou sans produit parce qu'effectivement, on peut penser aux substances, hein, alcool, nicotine, substances illicites. Et puis aujourd'hui, pour qui a des ados, par exemple, on évoquait ça juste à l'instant, la difficulté de les faire décrocher aux écrans. On parle d'addiction au sport, on parle d'addiction aussi au travail. Bref, on peut se retrouver tout à fait dans une situation d'addiction alors que l'on ne consomme pas de produits. Comme je vous le disais, donc le soin commence à partir du moment où on nomme la chose, pardon. Encore faut-il pouvoir identifier. Et donc on verra ensemble quelques indicateurs. Au fond, une fois qu'on a compris, ce qui définissait l'addiction, on est peut-être un peu plus attentif aux signes. Et puis, voilà, je pense que vous avez pu le découvrir. On parlera de signaux de signaux forts, de signaux faibles. On fera la distinction entre, l'état aigu, c'est-à-dire une personne qui est alcoolisée, donc comment est-ce qu'on gère cette personne? Comment est-ce qu'on la prend en charge? Et puis cet état chronique qui est plutôt, témoin d'une relation qui est devenue, compliquée avec, une substance. Et puis on terminera sur quelques ressources d'aide, j'en partagerai avec vous et puis je réserve un petit moment pour vous, parler de ce que c'est qu'un patient expert. Je vous parlerai de mon expérience en réalité. Alors quelques, fondamentaux, quand on parle de fondamentaux d'addicto, l'addictologie, c'est une science, hein, c'est une discipline. Quand on parle d'addictologie, on parle de médecine, donc c'est, des années de formation, donc on va essayer de faire court. Au fond, si on faisait un sondage à main levée là et que je vous demandais, qui pense avoir une conduite addictive, vous seriez peut-être assez peu à lever la main parce que, finalement une conduite addictive, il y a le mot addiction. En réalité, on dit qu'il y a conduite addictive dès lors qu'il y a usage et le simple fait d'avoir un smartphone, d'avoir de manger, hein, comme, tout un chacun, de boire un verre de vin de temps en temps ou, pourquoi pas, de se tourner vers des substances illicites de façon très récréative, et en toute sécurité, fait que vous avez toutes et tous des conduites addictives dans vos vies. Malheureusement, pour certaines personnes, ces conduites peuvent glisser pour des tas de raisons vers, ce qu'on appelle donc l'addiction. Et donc je vous propose cette définition, qui est une définition qui nous est donnée par Goodman et qui reprend un peu cette idée que, au fond, l'addiction, c'est d'abord un processus dans lequel un comportement qui, à l'origine, avait pour fonction de procurer du plaisir ou de soulager un malaise intérieur. Je prends par exemple, si m'ennuie un tout petit peu, bah, le simple fait de me tourner vers ma télévision et de regarder des séries, me permet de gérer cet ennui, de passer du bon temps plutôt que de m'ennuyer. Malheureusement, pour certaines personnes, on va verser dans ce qu'on appelle le binge watching, c'est-à-dire au fond, à un moment donné, alors que j'ai d'autres activités, d'autres choses à faire, eh bien, cette activité-là me prend de plus en plus de temps, commence à avoir des conséquences sur ma vie, personnelle, sur la qualité de mon travail, la relation aux autres, parfois même sur ma santé, hein. L'exposition aux écrans, c'est aussi du temps de sommeil en moins et donc on voit que dans cette, 1re solution au départ qui était, tout à fait vertueuse, tout à coup, il y a quelque chose qui se dérègle et donc c'est la deuxième partie de cette phrase. Lorsque ce comportement qui au départ avait pour fonction de nous faire du bien, se caractérise par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. Par l'idée de répéter, c'est que, il faut vraiment que ça s'installe un petit peu dans le temps, hein. C'est pas parce qu'on a, 15 jours de vacances avec des amis où on est un peu dans l'excès que pour autant on bascule dans l'addiction. On est peut-être dans un usage à risque, on parlera de la notion d'usage, mais l'addiction, c'est vraiment quelque chose qui s'installe dans le temps et puis surtout, le deuxième critère central, c'est celui des conséquences. Quand on parle de conséquences, c'est finalement ce qu'on retrouve dans ce schéma qui sont, une autre façon de concevoir l'addiction. Ce sont les 5 C de l'addiction par le professeur Laurent Carilla. Vous avez sans doute vu à la télévision ou, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Lui, il ajoute à l'idée de perte de contrôle et de conséquences, 3 autres C. Le premier, donc, c'est cette idée de continuité qu'on retrouve, hein, dans l'idée d'échec répété, de contrôle et puis, 2 notions essentielles. L'idée de compulsion. Ce mot, on va le retrouver dans l'acheteur compulsif ou le joueur compulsif. C'est vraiment cette idée que l'activité devient, s'emballe en réalité. Et puis une notion importante aussi qui est celle du craving avec, cette définition, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, donc on parle d'une envie irrésistible, totalement, irrépressible de consommer un produit. Consommer un produit ou, gratter un ticket de loto ou, faire une partie, de jeux vidéo. Ces cravings, ce sont des moments, extrêmement intenses où finalement on a besoin de satisfaire non pas une envie ou un plaisir, mais plutôt un manque. Donc voilà pour cette approche qui finalement décrit assez bien la vie, d'une personne qui serait devenue dépendante. J'ai évoqué ces représentations.
on voit que déjà, par rapport au téléphone portable, il peut y avoir, ou aux jeux vidéo, il peut y avoir des gaps générationnels. Par rapport à certains produits, quand on parle de l'alcool en France, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose que lorsque l'on parle de cannabis. Et on parle aussi parfois de drogue dure ou de drogue douce. Bref, finalement, la question des produits ou des comportements, elle est très teintée de ces représentations. Alors, il y a des représentations qu'on dit individuelles ou des représentations sociales, notamment en fonction de son histoire personnelle, en fonction de ce que l'on pense, de ses opinions, de notre éducation qu'on a pu recevoir. Ces représentations, elles vont donner une couleur, une teinte à ce que l'on va pouvoir avoir comme a priori sur les produits. En France, on a été très longtemps à croire qu'un verre de vin rouge chaque jour pouvait protéger du risque cardiovasculaire, ce qu'on appelait le French paradox. Il y a un côté très gaulois aussi, un peu irréductible. C'est notre potion magique. C'est ça l'art de vivre à la française. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de verre d'alcool qui soit bon pour la santé. Je peux lui reconnaître un certain bon pour le moral, peut-être, mais on a des chiffres aujourd'hui qui sont pour le coup très sérieux, avec, on est pas très loin finalement du mois d'octobre, qui était le mois de sensibilisation au cancer du sein, avec une relation très claire entre l'augmentation du risque du cancer du sein, 10%, avec la consommation d'un seul verre par jour d'alcool. Je parlais de la réputation des produits. Effectivement, aujourd'hui, on nous dit le cannabis, peut-être une drogue douce, etc. La réalité, c'est que en fonction de votre physiologie et puis aussi de votre caractère, de votre histoire, de votre vécu, le cannabis peut avoir des impacts et des effets tout aussi et des conséquences tout aussi négatives que n'importe quel autre produit qui serait psychoactif. Et puis très important, c'est ce que j'évoquais un tout petit peu aussi en faisant cette distinction entre les représentations qu'on pourrait avoir par rapport à l'alcool selon qu'on est un homme ou une femme. Il y a aussi celles qu'on peut avoir par rapport à la notion d'addiction. La plus grave étant que l'addiction, c'était qu'une question de volonté. Pour qui est fumeur, c'est encore malheureusement mon cas. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui disent, bah, écoute, c'est simple, hein, il suffit que tu veuilles arrêter et puis t'arrêtes. Bon, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Plutôt qu'une question de volonté, on va parler de motivation et c'est un travail plutôt beaucoup plus au long cours. La réalité, c'est que vous demandez à un fumeur aujourd'hui, il a bien sûr qu'il a envie d'arrêter. En revanche, il n'en a pas encore forcément les moyens. Et puis, dernière représentation qui est pour le coup assez essentielle et c'est un peu l'enjeu de ma démarche, c'est aussi de se dire qu'au fond, c'est pas de mon ressort, c'est de la vie privée des individus, ça ne me concerne pas. C'est vrai dans la vie un peu de tous les jours, quand on pense aux amis, quand on pense peut-être à une famille un peu éloignée. C'est encore plus vrai quand on est dans un cadre professionnel parce que bah, finalement, ce collègue, c'est un collègue, on le connaît un tout petit peu, mais bon, ça ne nous regarde pas. A priori, il y a d'autres personnes qui vont s'occuper de lui en parler. La réalité, souvenez-vous-en, c'est que le soin commence à partir du moment où on nomme la chose et que, quelle que soit la distance ou la relation que vous puissiez avoir avec une personne, le simple fait de lui en parler fait que chez lui, ça va peut-être enclencher quelque chose, un début de réflexion. Tant qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. Cette phrase, elle est un peu dure, on dit souvent que le silence tue plus que les produits. Donc, tout mon enjeu, moi, ma démarche, c'est effectivement de vous peut-être vous donner cette envie de prendre en main, avec les moyens que vous pourrez engager, de prendre en main ces situations qui vous déjà peut-être vous interrogent. Alors, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'un côté, comme dirait Léa Salamé, les chiants, ceux qui ne boivent pas, au milieu les bons vivants, et puis d'un autre côté les alcooliques, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. On parle d'usage. L'usage, c'est le simple fait de consommer, hein, et on voit qu'on peut très bien être dans une consommation tout à fait, raisonnée, raisonnable. Vous savez, ces fameux 2 verres par jour et encore pas tous les jours. Bon alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est 60 de Français à dépasser ces repères-là, mais globalement, on peut être quand même dans une consommation dite non pathologique. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'abus et l'usage nocif. Donc là, on y rangerait peut-être plutôt les bons vivants, ceux qui sont un petit peu dans l'excès, mais qui, au fond, sont encore capables de retrouver le contrôle. Typiquement, quand les conséquences sur leur santé commencent un peu à devenir trop saillantes, eh bien, malgré des râleries, ils vont être capables de réduire, sinon même de s'abstenir de consommer. Et puis la dernière catégorie, donc, qui est celle de la dépendance, là, c'est vraiment quand le corps et l'esprit réclament la consommation du produit. Donc, cette classification que je vous présentais, qui est à gauche, aujourd'hui, on préfère une approche qui est liée à cet outil qu'on appelle le DSM-5, qui est au fond 11 critères qui décrivent assez bien le rapport entre l'individu et le produit ou entre l'individu et son comportement et qui, alors je vous laisse les découvrir, mais qui au fond, quand on prend un ou deux critères,
peuvent nous permettre de se rendre compte qu'on n'est pas si libre que ça. Ça ne veut pas dire qu'on a basculé dans l'addiction, mais par exemple, quand on a envie d'arrêter ou de réduire et sans succès, le Dry January, c'est bientôt, eh bien, beaucoup sont à essayer et puis finalement se rendre compte que le 10 janvier, bah, c'est pas si facile que ça. Ou alors qu'on ne le voit que le week-end, mais que, bah, en fait, quand on a un dîner avec des amis en semaine, ne pas boire d'alcool, c'est pas si facile que ça. Un critère aussi qui peut être assez, je dirais intéressant, c'est le temps passé à consommer, et à récupérer. Parce qu'effectivement, quand, je consacre plus de temps dans ma journée, et penser par exemple aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo ou à tout ce qui peut être, disponible à travers les écrans, eh bien, c'est du temps que je ne passe pas à autre chose. Alors, tant que je comble un temps qui est un temps vide, à la limite, c'est pas si grave que ça, mais ce critère que vous allez retrouver dans la catégorie des diagnostics, lorsque ça me contraint à abandonner ou à diminuer certaines de mes activités, eh bien, je peux me poser la question de est-ce qu'au fond, c'est vraiment moi qui choisis d'arrêter je prends par exemple pour des adolescents, j'arrête le foot parce qu'en fait, moi, je suis plus heureux à passer du temps sur ma console, hein. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se noue entre un comportement qui avait une place dans ma vie et qui tout à coup commence à glisser et en prendre de plus en plus de place. Oui, je crois que vous aviez une question. Oui, j'ai juste une petite question dans le chat. Le sens de PPA, je pense que c'est… PPA, pardon, oui, alors, produit Ah, psychoactif. merci. Excusez-moi. Non, On non, peut, mais on peut entendre aussi SPA qui n'a rien à voir avec la Société protectrice des animaux, qui est une substance psychoactive. Voilà. On va en merci. reparler justement de ces produits. C'est l'enjeu de la slide d'après. Donc, par produit psychoactif, c'est qu'il va venir agir sur le système nerveux central et modifier mon comportement, hein. Et donc, dans les conséquences, il y a effectivement aussi cette modification du comportement qui peut devenir problématique. Je prends juste un exemple aussi, l'usage à risque de la substance, c'est-à-dire en gros, j'utilise le produit même quand le contexte est dangereux. Eh bien, s'il m'arrive de façon un peu régulière ou un peu trop régulière de conduire alors que je suis au-dessus de 0,5, et ça peut aller assez rapidement, on va voir ça juste après, clairement, je peux cocher ce critère. Donc, ça encore une fois, c'est plus un outil de diagnostic, c'est quelque chose qui me permet un petit peu de, voilà, de mesurer mon rapport au produit. Et puis le dernier, qui pour le coup peut-être voilà, est peut-être plus partageable, c'est l'idée de tolérance. Au départ, quand on rencontre les produits psychoactifs, en réalité, un verre, quelques bouffées sur un joint de cannabis font qu'on en ressent les effets très rapidement. Si je suis obligé d'augmenter ou si j'augmente de façon significative les doses pour retrouver les mêmes effets, eh bien c'est que mon corps a commencé à s'habituer et donc là, ça peut devenir un signal important d'alerte. Alors cette slide, je vous laisse la lire, hein. C'est le fameux 2 verres par jour et encore pas tous les jours. Il faut bien faire attention quand on parle de réduction de ce risque, hein, de réduction du risque alcool, c'est que en fait, au-delà de cette quantité consommée, et ça fait un consensus hein, dans le monde scientifique, j'ai un certain nombre de ce qu'on appelle les comorbidités, donc de troubles, de pathologies qui peuvent se développer. Et ces verres-là sont ce qu'on appelle les verres standards. La réalité, c'est qu'à la maison, on a toujours tendance à en rajouter ou en mettre un peu plus. Je pense en particulier pour les boissons alcoolisées avec des forts titrages, parce qu'en réalité, vous voyez, là, c'est 2,5 centilitres de whisky, ça ne représente pas grand-chose au fond d'un verre. Et donc, on est assez rapidement à dépasser ces seuils-là. Et je vous le dis aussi parce que finalement, quand on se dit, bon, bah, je sais que pour conduire, je ne dois pas boire plus de 2 verres, bah, méfiez-vous vraiment de la quantité qui est présente dans votre verre. Quand on parle de la bière, par exemple, c'est un demi d'une bière à 5 degrés. Aujourd'hui, quand vous êtes au café, les happy hours, c'est sur des pintes, donc déjà, ça fait déjà 2 unités, et sur des bières qui parfois font jusqu'à 14 ou 15 degrés. Donc voilà, vigilance par rapport à ça. Et voilà, donc ça ne garantit pas un zéro risque, mais en dessous de cette quantité des 2 verres par jour et pas tous les jours, on réduit de façon très très significative ces risques de voir se développer les maladies, notamment cardiovasculaires ou digestives. Pardon. Un petit mot, donc vous voyez, ce substance psychoactive, un petit mot sur le cannabis et le CBD. Alors, je vous laisse lire hein, la slide. Le cannabis, donc c'est la molécule active, c'est le THC, tétrahydrocannabinol. On en retrouve aussi un petit peu dans le CBD. C'est ce principe actif qui fait partie de la famille des dépresseurs, hein. Le THC, c'est dans la famille finalement de l'alcool, un certain nombre de médicaments comme les anxiolytiques ou les opioïdes. Ça va venir modifier bien évidemment le comportement, ça va venir
altérer de façon très significative les réflexes, la capacité à mémoriser les tâches. C'est une molécule qui est extrêmement résistante, hein. Elle se fixe sur les graisses du cerveau et ce qui fait que, en usage régulier, au fond, le corps est constamment soumis à cette molécule. L'alcool, il est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il s'évacue de façon assez naturelle et on sait que, voilà, au bout de 2 heures, finalement, on a éliminé le verre d'alcool que l'on a consommé. En revanche, le THC est beaucoup plus prégnant et alors un petit mot aussi, c'est que plus tôt on va être exposé à ces molécules, donc l'éthanol pour l'alcool, le THC, pour le cannabis, c'est-à-dire plus jeune on va être exposé, plus les risques de voir plus les risques de voir une dépendance s'installer grandissent et plus surtout les effets, sur le cerveau vont être conséquents. Le THC, on nous dit: «Oui, le cannabis, c'est une drogue douce». Je suis vraiment désolé de m'inscrire en faux. D'abord, les taux, hein, de THC dans les produits ont augmenté de façon, dramatique et ensuite, les conséquences sur la santé psychique et notamment de voir se développer des maladies mentales, oui, comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, sont grands, hein. Certaines personnes réagissent très très mal à cette molécule avec des crises de paranoïa, des attaques de panique, ce qu'on appelle aussi le syndrome de dépersonnalisation. Donc c'est tout sauf une drogue douce. La question de la légalité ou de l'illégalité, on voit bien elle est en dehors de ce champ-là. Et puis un petit mot sur le CBD. Alors le CBD, il peut être consommé d'ailleurs je dirais en palliatif d'une certaine manière ou en soin quand on veut se sevrer au THC. Le CBD en France contient 0,3% de THC, ce qui veut dire que on pourrait le consommer de façon un peu comme ça, sans trop se poser de questions. Mais cette simple présence de THC dans le CBD fait que vous pourriez, par exemple, à l'occasion d'un contrôle des gendarmes, être positif au THC parce que la consommation étant récente, vous avez conservé les traces. Alors là, ce sera la même punition pour le même motif. Les gendarmes vous prendront votre permis et la voiture restera sur le côté de la route. Et puis aussi quelque chose quand même encore, c'est que finalement, consommer en étant fumé, que ce soit le CBD ou le THC, accroît de façon très très significative tous les risques qui sont associés, par exemple, à la consommation de tabac. Un petit mot maintenant sur la cocaïne. On a passé en France la barre des 1 million d'usagers de cocaïne. Alors, c'est pas forcément les gens qui sont tout le temps dans une consommation problématique, mais quand même 1 million, c'est très significatif. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en 20-25 ans, le prix a été divisé par 20. L'accessibilité du produit, elle est rendue tellement facile à travers les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi une forme voilà, de médiatisation, de popularisation de cette molécule pour un certain nombre d'effets. Je vous parlais des représentations. Autrefois, la cocaïne, c'était un produit qui était très associé au showbiz, au cinéma, au monde du journalisme, à la publicité ou à la finance. Et les films et les livres nous en parlaient comme ça. Aujourd'hui, la population qui a vu la plus sa consommation de cocaïne augmenter, ce sont les marins-pêcheurs et les agriculteurs. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, par rapport à un café ou à une boisson énergisante, la cocaïne est quelque chose qui est un stimulant extrêmement puissant, avec vraiment une sensation d'oubli de la fatigue, de la souffrance physique, parfois même de la souffrance psychique. Et ça marche, pardon, et ça marche très très bien et très très vite. Le problème, c'est que les effets sont très courts et le problème, c'est la sensation, ce qu'on appelle les effets de descente, où là, on peut avoir, du fait des consommations, des sentiments de grande détresse, voire même des dépressions qui s'installent de façon assez pérenne. Donc c'est tout sauf un produit anodin, malheureusement rendu, très facilement disponible, notamment à cause des réseaux sociaux. Hem On a parlé de produits et je vous parle maintenant d'addiction dite comportementale. Par comportementale, j'entends, l'idée que, vous voyez, vous avez écrite, à l'écran, c'est, toutes ces petites habitudes, ces petits trucs qu'on fait dans nos vies de tous les jours, parier, sur, le loto, aller courir, le week-end pour se déstresser, avoir un travail et qui font que malheureusement pour certaines personnes, ces pratiques qui peuvent être très ludiques, très sympathiques, voire même encourager, hein, le sport, le travail, peuvent basculer. Encore une fois, on peut aussi basculer, dans une logique d'addiction. Par exemple, les achats, vous avez des gens qui, ce qu'on appelle les acheteurs compulsifs, hein, tout à coup, se mettent à dépenser bien au-delà de leur capacité à même parfois rembourser parce qu'ils achètent à crédit, au détriment de l'alimentation et du logement dans la famille et qui finalement ont totalement perdu le contrôle sur leur comportement. Et puis, un petit mot quand même sur ce qu'on appelle les cyberdépendances.
ce sont toutes ces pratiques en ligne, réseaux sociaux, jeux vidéo, paris sportifs. Là encore, un petit élément de mise en garde. Autrefois, sur la notion de paris, eh bien, il fallait se rendre au PMU, il fallait qu'il y ait des courses, il n'y en avait pas forcément tout le temps. Et puis, il fallait que clairement, vous ayez plus de 18 ans, parce que sinon, vous ne pouviez pas jouer. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans peut, avec son téléphone portable, dans l'intimité de sa chambre, se connecter à une course d'escargot en Australie à 3 heures du matin et y parier de l'argent. Et là, encore une fois, l'empreinte que ça va laisser sur son cerveau va être extrêmement puissante et donc le risque de voir se développer une dépendance au pari et au jeu grandit. Dans cette catégorie des paris sportifs aussi, on va rentrer tout ce qui est la logique du Bitcoin. Un petit mot, hein, tout le monde n'est pas dépendant au smartphone. On a tendance à dire qu'on est tous accros. Voilà deux éléments, voilà deux définitions. Il y a l'hyperconnexion, c'est l'idée d'être très très connecté. Et là, pour le coup, on est nombreux. Vraiment, je suis désolé. Hop, j'ai un petit rhume. Oui. J'en profite, j'ai une petite question. C'est de manière étrange, donc Karine nous pose la question. De manière étrange, vous n'indiquez pas la lecture. Et peu de gens admettent que celle-là peut devenir une addiction. La lecture. Alors non. La lecture, c'est un passe-temps, un loisir, une passion. On peut être effectivement... Alors, je vous demande juste un instant, pardon, excusez-moi. Voilà. Je vais retrouver une voix à peu près convenable. Excusez-moi. La lecture, c'est un passe-temps, une passion. Ça peut être vraiment prenant. Mais rares sont les gens qui oublient de s'alimenter parce qu'ils lisent. Rares sont les gens qui finissent à l'hôpital parce qu'ils lisent trop. Donc effectivement, je dirais, du fait de la lecture, on peut avoir tendance à s'isoler socialement. On peut avoir, ça peut avoir un impact sur le sommeil. Mais il n'y a pas de conséquences physiologiques, par exemple, à un excès de lecture. En revanche, il y a une conséquence physiologique à un excès d'écran. Il y a des conséquences physiologiques à un excès de sport. Donc, l'idée vraiment derrière, c'est où j'en suis avec quel impact et quelles conséquences, hein. Donc oui, il peut y avoir effectivement, quand on est vraiment pris dans une passion, ça peut être aussi la peinture, l'écriture. Certaines personnes, voilà, se renferment complètement, s'isolent. Donc il peut y avoir des conséquences, mais la lecture ne sera pas dans le champ des addictions. Ce sera une passion très prenante, ou un hobby vraiment très très envahissant, mais on ne rentrera pas ça. En revanche, là, il est vrai que on pourra peut-être s'interroger si cet excès de lecture, je dirais, vous isole socialement et que ça vous fait souffrir. C'est là où on fera un travail peut-être, notamment avec un psychologue, sur les raisons qui vous ont amené tout à coup à vous réfugier dans cette lecture au détriment de vos relations. Voyez. Donc on peut mettre derrière peut-être, interroger sur les raisons pour lesquelles cette lecture est devenue trop présente dans votre vie, mais on n'est pas dans ce même registre. Mais ce qui est intéressant dans cette question, c'est de voir que finalement, ça interroge quand même sur la liberté. Je vais vous donner une dernière définition, moi je la trouve extrêmement puissante. C'est la définition de Fouquet, qui est un médecin, hein, qui nous dit au fond l'alcoolique, même si j'aime pas trop ce mot, vous l'avez compris, c'est celui qui a perdu la liberté de s'abstenir de boire ou de ne pas boire. Et dans cette idée de j'ai perdu la liberté de m'abstenir, c'est tout à coup, entre boire et aller au travail, je choisirais d'aller boire. Vous voyez? C'est parfois des choix. Ou mon médecin m'annonce que j'ai une vraie grosse pathologie grave et que l'arrêt d'alcool est tellement impératif parce que sinon je mets ma vie en danger, eh bien vous avez des gens qui vont mettre cette vie en danger. Vous voyez? C'est le cas de la cirrhose, c'est le cas d'un certain nombre de la pancréatite, un certain nombre de troubles comme ça, où au fond, seul l'arrêt permettrait de sauver la personne et pour autant, on n'y arrive pas. Vous avez des gens, alors l'addiction, hein, dans les conséquences si je prends juste l'alcool par exemple, hein, les conséquences, elles sont évidemment sur la santé, elles sont sur la qualité du lien avec le lien familial, le lien social. Il peut y avoir des conséquences financières, bien évidemment, des conséquences juridiques. Aujourd'hui, on a quand même des indicateurs assez forts, hein, du lien entre consommation d'alcool et violence intrafamiliale. Donc on voit que si on réussissait si facilement que ça à sortir le produit alcool, beaucoup de choses pourraient se régler. L'addiction, c'est justement cette difficulté, voire cette incapacité à s'abstenir de boire. Par rapport à la lecture. D'ailleurs, on pose justement la question, est-ce que le sucre peut être une addiction? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui ne fait pas encore consensus. Il y a des gens qui poussent dans un sens, d'autres qui ont tendance à vouloir un peu freiner. Ce qui est sûr, c'est que l'excès de sucre peut avoir des conséquences sur la santé, que des gens ont du mal à s'abstenir du sucre. Alors la question, c'est est-ce qu'on ne va pas rentrer ça, et je vous le remonte juste là, dans l'idée des troubles du comportement alimentaire,
Voilà, c'est un peu cette, je dirais la guerre de chapelle, elle se fait là. Je peux pas me prononcer, j'ai un avis, mais je me rangerai à celui de l'OMS. OK. Voilà, donc vous hésitez pas, hein, si vraiment vous avez des questions, ça on fonctionne très bien comme ça. Vas-y. Très rapidement parce que quand on parle de prévention des conduites addictives, je vous l'ai dit, on fait aussi ça, à l'intérieur des entreprises. En fait, le droit encadre très, très bien, cette idée des consommations. Aujourd'hui, un employeur, il est, chargé de la santé et de la sécurité de ses salariés, et les salariés ont comme obligation de prendre soin de leur santé, de leur sécurité et de toutes celles qui sont concernées, celles et ceux qui sont concernés par leurs actes. Donc dès lors que je suis en déplacement professionnel, que je travaille sur un chantier, que je travaille, que je manipule des produits dangereux ou tout simplement que je travaille dans un collectif, eh bien, je suis amené et contraint d'une certaine manière, par le droit du travail à, réfléchir, et voire même à m'abstenir de consommation d'un certain nombre de produits. Produits psychoactifs, je vous l'ai dit, ça vient modifier le comportement, donc modifier la vigilance, modifier, ma capacité à conserver une relation, non conflictuelle avec mes collègues pour rester extrêmement léger, et donc c'est entièrement de la responsabilité à la fois de l'employeur et du salarié que de, que de se réellement de se poser la question de déconsommation. Sur l'alcool, il y a quelque chose qui est très fort, je vous laisse les lire, hein, pour moi l'article le plus essentiel, c'est: «Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse». Et on est beaucoup, et j'ai beaucoup de témoignages, comme ça, de collègues, de managers, qui me disent: «Bah oui, nous, on a un collègue, régulièrement, il est en état d'ivresse, en état d'ébriété. On ne sait pas trop quoi en faire, alors on le laisse se reposer et puis on espère qu'un jour, il va comprendre». La réalité, c'est que si jamais cette personne-là provoque ou se met en danger, la responsabilité de l'employeur va pouvoir être, vraiment mobilisée, hein. On est sur quand même des choses qui, vous vous souvenez cette campagne, hein, quand on tient à quelqu'un, on le retient. C'est vraiment cette logique que si je suis témoin, si je m'inquiète, si clairement je soupçonne, une consommation de produits qui devient incompatible avec ne serait-ce que l'idée de reprendre le volant pour rentrer chez soi. Et je pense par exemple à un dîner avec des amis. Il y en a un des copains qui a vraiment, dépassé les fameux 2 verres pour rester en dessous de 0,5. Il n'est pas en état de conduire et pour autant, je le laisse reprendre le volant. Eh bien, en cas d'accident, l'enquête pourrait remonter jusqu'à vous pour, interroger votre responsabilité, hein. Donc il y a vraiment de toute façon, à la fois une démarche qui serait celle de l'humanité, c'est-à-dire que quand on parle de vigilance ou de vigilance partagée, c'est de se dire: «Bon, là, je vois une situation qui m'interroge, je vais essayer de la faire cesser». C'est plutôt compliqué, c'est vrai, parce que par rapport à l'ébriété de quelqu'un, bah, s'opposer, pour le plaquer au sol, c'est pas toujours très, très facile. Mais quand même, il y a quelque chose dans le droit qui nous dit: «Vous, vous devez d'intervenir», hein. Voilà pour ce sujet-là. Et Un petit mot effectivement, on juste. a pardon, et effectivement, on a une remarque de Raphaël qui dit: «Oui, mais on n'a pas le droit de faire souffler quelqu'un sur le lieu de travail si ce n'est pas écrit, sur le règlement d'un règlement intérieur». Absolument. Alors la question du dépistage, soit alcool ou stupéfiant, doit être, négociée avec les partenaires sociaux, inscrite au OK. règlement intérieur. Donc c'est quelque chose qui vraiment participe et d'une logique d'entreprise. Parfois dans certains types de métiers, c'est compliqué parce que, quand je vous parlais de ces fameuses représentations sociales, culturellement, certains métiers, je pense au BTP par exemple, hein, où, bah, quand il fait froid sur le chantier, boire un verre le matin, ça faisait partie un peu de la coutume. Et donc, tout à coup, quand l'entreprise se saisit du sujet en disant: «Bah, nous, on va mettre en place des dépistages», souvenez-vous de ce qui s'est passé à l'accident, avec un conducteur de car scolaire qui a été positif au cannabis. Aujourd'hui, une entreprise qui fait du transport d'enfants ne peut pas se permettre de ne pas avoir une vraie politique de prévention de ces risques. Donc, si effectivement ça n'est pas encore prévu au règlement intérieur, il n'y a pas la possibilité de faire souffler. En revanche, si vous soupçonnez ou si vous suspectez un état d'ébriété, on va le voir juste après, vous devez d'intervenir quand même, hein. On ne peut pas laisser une personne en état d'ébriété suspectée prendre son poste. Parce qu'encore une fois, les conséquences, si jamais il y a un accident, ça pourrait aussi, remonter, à vous pour ne pas être intervenu et donc on dit non-assistance à la personne en danger. Vous voyez? C'est même qualifié par le code et on passe du civil au pénal. Donc, voilà. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est quelque chose qui doit d'abord et avant tout être porté par une entreprise avec une négociation bien en amont et évidemment avec les partenaires sociaux. Là, je vous parle d'alcool, mais il y a un petit mot sur les médicaments. Je le fais rapidement parce que je vois le temps qui passe. Regardez bien les pictos.
quand vous avez un traitement, là, vous voyez, moi, je suis enrhumé. Il y a un certain nombre de médicaments qu'on pourrait, et j'ai commencé à avoir très mal à la gorge, un certain nombre de médicaments qui contiennent des opiacés. Je pense au sirop, par exemple, pour ne pas le citer, le Toplexil. Eh bien, la prise de sirop, pour certains postes, rendrait incompatible, si je devais conduire un véhicule, par exemple, il me faudrait l'avis de mon médecin. Il faudrait que le médecin me dise, oui, oui, bah, écoutez, pendant la durée de votre traitement, vous pouvez prendre ce produit. Et c'est si jamais, pour une raison X ou Y, dans les effets secondaires, je me mettais à m'endormir au volant à cause de mon traitement, eh bien, le fait que le médecin l'ait autorisé, mon médecin traitant ou le médecin du travail, ce serait sa responsabilité à lui qui serait engagée. Ça, ce picto-là, en fait, cette slide-là évoque peut-être cet accident, encore une fois. Hein. Pour le coup, c'était une conductrice de car qui a eu un accident grave sur un passage à niveau. Elle prenait des traitements qui étaient clairement tous plus ou moins de niveau 3 et elle n'avait absolument pas alerté son médecin, ni son médecin traitant sur le poste qu'elle occupait, ni le médecin du travail. Et donc, c'est sa responsabilité qui a été engagée. Un petit mot très rapide sur les substances illicites. Globalement, puisque c'est illicite, c'est interdit. Et donc là, il n'y a même pas de débat à avoir. C'est pas oui, mais bon, le cannabis, c'est une drogue dure, c'est une drogue douce. Il n'y a même pas j'ai consommé du CBD, c'est pour ça que je suis positif. Ça, je parle d'une entreprise qui ferait des dépistages. Substances illicites font que c'est sanctionnable, ça pourrait constituer même une faute grave. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, quelle que soit la substance, de toute façon, la consommation de substances sur le lieu de travail, c'est un signe, pour moi, c'est un signal très fort qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Je suis convaincu, moi, que le travail protège des dérives des pratiques addictives. Le travail, c'est ce qui fait tourner le reste de la vie de l'individu. C'est du lien social, c'est un motif de fierté. Souvent, on y engage beaucoup d'énergie, beaucoup de, voilà, beaucoup de conviction. On y trouve aussi une façon de se réaliser. Et donc, quand la digue du travail cède, c'est bien on a basculé dans cette idée que je ne peux plus m'abstenir de boire. Et donc, cette consommation, par exemple, vient empiéter sur mon temps de travail. C'est vrai aussi donc, de ces autres substances. Un petit mot donc, et ça va peut-être pour poursuivre sur cette idée de on n'a pas le droit de dépister, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est ce qu'on appelle donc l'état inhabituel. L'état inhabituel, c'est vraiment ce qui caractérise, par exemple, l'état d'ébriété. C'est un signal en plus ou un signal en moins. Je parle assez vite. Moi, j'ai un TDAH qui est diagnostiqué. Donc, mon hyperactivité fait partie intégrante de qui je suis. C'est pas parce que je suis sous cocaïne ou que j'ai pris des amphètes, c'est qui je suis. En revanche, si tout à coup je devenais un peu endormi, un peu beaucoup plus apaisé, plus calme, vous vous diriez, bah, tiens, il n'est pas comme d'habitude. D'où cette idée d'état inhabituel. Et donc, parmi ces signaux forts, bien évidemment, le fait de tituber, le fait de s'endormir, le fait de faire tomber les choses, d'avoir un comportement un peu tout à coup, soit parce que c'est très désinhibé, soit parce que on est un peu apathique avec ces changements et ces sautes d'humeur. C'est tout à coup, on devient quand même un peu une disruption dans l'espace de travail ou dans l'espace familial, ou dans l'espace de vie en commun. Et puis d'autres signaux, parfois un peu plus difficiles à percevoir, c'est l'augmentation du temps de réaction ou les troubles de la mémoire. Quelque chose quand même, c'est effectivement l'odeur d'alcool ou les yeux un peu injectés de sang. Tous ces signaux-là doivent nous faire réagir. Pourquoi? Parce que d'abord, effectivement, s'il y a consommation de substances, c'est que potentiellement il y a un risque. Et puis ensuite, si je prends juste les troubles de l'élocution et du langage, des propos un peu incohérents, somnolence, apathie ou peut-être même désorientation, eh bien en réalité, ça peut être tout à fait autre chose, ça peut être un AVC. Et donc là, il y a une mesure immédiate, c'est que quand je constate cet état-là, on ne parle même pas de dépistage ou de faire souffler quelqu'un, on prend une mesure qui est mise en sécurité de la personne et je demande un avis médical. Hein. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est la situation un peu d'urgence. Et puis, on a une autre situation qui est au contraire la personne qui, elle, est en difficulté chronique. Au fond, ce sont ces personnes qui, pour bien fonctionner, ont besoin d'être en permanence sous substance. Typiquement, je prends le tabac, pour le coup, il n'y a pas de sujet. Un fumeur qui fumerait à peu près une cigarette toutes les heures, alors que déjà au bout de 5 minutes, il y a la moitié de la nicotine qui a disparu de l'organisme. Mais globalement, tenir 1 heure, c'est gérable. Ou parfois tenir beaucoup plus quand le contexte l'interdit. Mais on voit bien que plus il se rapproche de sa pause cigarette, ou plus elle lui semble loin, plus il est irritable. Et puis une fois qu'il s'en rapproche, il s'apaise. Et puis une fois que la cigarette a été consommée, alors ça va mieux. Eh bien, dites-vous que c'est vrai aussi pour d'autres produits, parfois même
le simple fait d'aller sur Instagram ou de regarder un petit film ou d'aller faire une petite partie de Candy Crush, ça a ce même effet. La réalité, c'est que puisque mes consommations, et souvenez-vous de ce critère, me prennent de plus en plus de temps, hein, donc c'est le temps passé le temps passé à consommer qui augmente, eh bien, je désinvestis d'une certaine manière un certain nombre d'autres champs de ma vie. Donc, dans le champ professionnel, c'est la baisse de l'efficacité, de l'esprit d'initiative. C'est aussi un impact parce qu'une consommation au long cours commence à affecter de façon durable ma motricité, avec parfois même des symptômes de manque. Je pense à l'alcool, par exemple, c'est le tremblement des mains, et qui font que tout à coup, il y a une multiplication de micro-accidents ou de malfaçons. Parce que cette consommation, elle est un peu honteuse et elle est mal vécue par l'individu, et bien tout à coup, je me renferme, m'isole. Donc j'abandonne ou je quitte un peu du coup le groupe de référence, le groupe professionnel, le groupe d'amis. Très important, je vous l'ai dit pour la pause cigarette, hein, il faut que je m'absente 10 fois par jour pour aller fumer. Eh bien, ça peut être vrai aussi pour l'alcool ou pour d'autres produits. Et si en plus c'est un produit comme le cannabis, ben, je vais aller un peu plus loin. Je ne peux pas faire la pause cigarette en bas avec les autres. Et donc, c'est du temps que je ne passe pas au travail. Et donc, c'est ces fameuses absences répétées, c'est les retards aussi parce que ben, le matin, parfois, c'est très, très compliqué de récupérer les consommations de la veille. Et puis parfois des départs prématurés parce que bah, c'est jamais vraiment trop tôt pour l'apéro. Pardon de ce slogan, mais c'est cette idée qu'en fait, à la fin de la journée, certaines personnes ont un appel très fort, souvenez-vous de ce mot craving, pour aller consommer et donc vont s'absenter. Voilà pour ces quelques indicateurs. On voit bien que ce ne sont pas les mêmes. Et en revanche, une personne qui est en difficulté chronique pourrait de temps en temps manifester cet état inhabituel parce que pour le coup, cette consommation qui est plutôt gérée pour essayer de vivre avec les symptômes de manque, mais pour pouvoir continuer à fonctionner normalement, tout à coup s'emballe un tout petit peu. Et donc, on voit apparaître un peu ces signaux-là. Pour autant, que ce soit l'état inhabituel ou l'état chronique, je vous le disais, le soin commence à partir du moment où on nomme la chose. Et donc, très important, aller à la rencontre de la personne. Alors évidemment, pour aller à sa rencontre, il y a cet obstacle majeur qu'on appelle le déni. Le déni, c'est pas le mensonge que la personne construit de façon très intelligente et intelligible, c'est un mécanisme inconscient de défense du psychique qui consiste à dire bah non en fait tu n'es pas alcoolique parce que l'alcoolique c'est toujours l'autre. L'alcoolique c'est celui qui a plus de boulot, qui boit du vin blanc dès le matin au comptoir, qui a une hygiène déplorable. Moi j'ai un travail, j'ai une vie de famille, oui, je bois un tout petit peu trop et donc tout à coup, je me raccroche à cette réalité-là et qui est beaucoup plus supportable et beaucoup plus tolérable. Et puis, l'une des fonctions importantes du déni, c'est l'idée que si je fais le lien entre les conséquences que je subis et puis mes consommations, alors la solution devient l'arrêt de mes consommations. Sauf que c'est inconcevable pour une personne qui serait dépendante à une substance, par exemple, c'est inconcevable de fonctionner sans le produit. Donc voilà pour cette mécanique que j'illustrerai un tout petit peu dans quelques minutes. L'idée, c'est vraiment d'éviter que, quand je vous disais le silence tue plus que les produits, je vous laisse découvrir cette petite bande dessinée. C'est l'idée qu'on peut pas, il vaut mieux vivre avec le souvenir d'un mauvais moment passé à dire à un collègue, écoute, je suis désolé, voilà, il y a quelque chose qui m'inquiète et je voudrais t'en parler parce que depuis quelque temps, je te vois pas bien, parce que depuis quelque temps, tu arrives le matin et tu sens l'alcool. Ça va peut-être être un mauvais moment à passer, mais peut-être que ça va déclencher chez la personne un petit quelque chose, alors que l'idée qu'on lui en parlera un jour et puis un jour il y a un accident et on se dit depuis le temps ça devait arriver, ça s'appelle des regrets. Et donc il vaut mieux vivre avec l'idée qu'on a presque tout fait ou en tout cas à notre hauteur on a pu faire les choses, on a tenté des choses plutôt que de vivre avec l'idée que ah ben si j'avais su, je lui en aurais parlé plus tôt. Le soin commence à partir du moment où on nomme la chose et malheureusement, le silence tue plus que les produits. Alors, vous n'êtes pas seul, hein, bien évidemment. Je vous ai dit, c'est une discipline médicale. Il y a bien évidemment beaucoup, beaucoup de ressources d'aide. Alors, je vous les passe très rapidement parce que en réalité, je vois le temps qui défile. Je voudrais garder du temps avec vous un petit peu. Ce site, il est extrêmement riche, hein, c'est le site addicted.fr. Vous tapez le village des addictions de Google et vous allez retrouver beaucoup, beaucoup de choses, notamment des fiches d'information, des autotests, des forums animés par des patients experts. Vous allez retrouver beaucoup, beaucoup d'infos aussi sur les différentes offres de soins qui sont possibles. Ça va de l'hôpital à l'addictologue, au centre XAPA, un certain nombre d'associations, les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, pour ne citer que les plus connus. Donc, savoir orienter, à un moment donné, c'est savoir aussi aider. Nous ne sommes pas médecins, enfin peut-être sauf s'il y en a parmi nous, mais c'est l'idée qu'à un moment donné, je passe le relais. Souvenez-vous bien que ça n'est pas que dans vos mains.
Ces fiches, vous allez pouvoir les retrouver, elles vont être mises à disposition et je passe voilà, sur ces numéros, vous allez retrouver tout ça de toute façon aussi dans le replay. Voilà, je passe à ce moment, je vois l'heure qui a bien tourné, donc je vais essayer de vous raconter très rapidement au fond ce que c'est qu'un patient expert et pourquoi je suis là. Alors, je vous rassure tout de suite, j'ai une enfance très, très heureuse. J'ai été élevé, je suis breton, alors peut-être que je suis né avec une petite fragilité. Cette année, je suis dans ma 10e année d'abstinence à l'alcool et à la cocaïne. Quand je suis rentré en cure pour la 5e fois, c'était en juin 2016, je suis rentré dans la chambre 120. Alors quand on voit le chiffre, ça ne dit pas grand-chose, mais quand on le dit à l'oral, quelque part, je me suis dit, là, il y a un signe. C'était ma 5e cure. Euh, j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai, donc je vous l'ai dit, un TDAH. Je sais que dans ma famille, j'ai eu des grands-parents, notamment du côté paternel, qui ont été pour l'un alcoolodépendant, l'autre dépendante aux benzodiazépines. Mais il y a cette culture finalement aussi de l'alcool. J'ai une grand-mère qui fabriquait du cidre. Et donc, j'ai été exposé très tôt à cette molécule. Et cette molécule, elle a eu, alors, outre le plaisir du goût, elle a eu un impact très fort sur moi. Tout à coup, je me sentais un peu apaisé. Tout à coup, alors je suis hypersensible aussi. Et donc, hypersensible, j'avais du mal un peu à communiquer sur mes émotions. Très sensible à celles des autres. J'étais très maladroit avec les miennes. Et surtout, je ne me sentais pas légitime à le faire. Et donc, avec l'alcool, tout à coup un peu désinhibé, eh bien, je me suis mis à plus facilement essayer de faire rire les gens autour de moi, à être plus à l'aise en société. Et ça, je vous parle de quelque chose à peu près qui tourne autour de mes 7 ans. Ce qui s'est passé aussi, c'est que je suis l'aîné d'une fratrie, j'ai un petit frère, et j'ai une mère qui rêvait d'avoir des filles et qui disait vraiment qu'elle était, finalement, qu'elle avait raté sa vie parce qu'elle n'avait pas eu de fille. Donc moi, je vais grandir en plus avec cette blessure-là. Alors, encore une fois, hein, j'ai vraiment eu une enfance très heureuse, donc c'est pas Cosette ce que je vous raconte, hein, mais j'ai quand même grandi avec cette blessure-là qu'au fond, je suis pas vraiment légitime et pas vraiment à ma place. Et donc, je vais absolument tout faire pour pas en rajouter à cette peine qui était celle du fait que je ne sois pas une fille. Donc, je vais pas faire de crise d'adolescence. Je vais pas avoir de problème à l'école. Je vais faire de très bonnes études. Mais en réalité, assez rapidement, dès l'adolescence, dans ces moments où il y a besoin d'aller à la rencontre des autres, notamment à la rencontre des filles, parce que je vais grandir en plus un peu tard, et puis parce que j'ai le sentiment de ne pas être quelqu'un vraiment important, c'est dans l'alcool que je vais trouver mes premières réponses. D'abord une béquille, ce qu'on appelle une espèce de courage liquide, qui va me permettre d'entrer plus facilement en relation avec les autres. Ensuite, ça va me permettre, dans mon groupe, d'être celui, alors je m'appelle Nicolas, donc est-ce que c'est parce que c'est le nom d'un caviste? Mais souvent, je suis celui qui apporte la bouteille, alors qu'on est vraiment au tout début des premières expérimentations. Et puis, je sais déjà un peu boire, parce qu'en réalité, voilà, dans ma famille, ça fait partie des choses. Quand il y a une fête, quand il y a des invités, en fait, voilà, c'est pas rare que j'ai le droit à un petit verre de Porto avec le melon, un petit verre de champagne quand c'est à des grandes occasions. Et donc, ça me positionne dans mon groupe d'amis. Je vais en plus découvrir dans cette molécule, quand j'ai à peu près 16 ans, là j'écoute beaucoup de musique, les Doors, je lis la littérature romantique et la poésie d'Apollinaire, je vais appeler mon chat Baudelaire, c'est pas pour rien. Je vais comprendre qu'il y a une partie chez moi qui est quand même un petit peu en souffrance, hein, cette sensibilité. Elle a besoin de sortir, elle a besoin de s'exprimer, elle ne se sent pas légitime. Et j'entends, je vous parlais de ces représentations, je me projette dans ce monde dont me parle tout le rock des années 70, la poésie, les artistes, ce que me dit aussi du cinéma. En fait, je vois mes consommations comme étant quelque chose qui vont faire partie de ma vie pour me permettre de me sentir vivre un peu plus fort, un peu plus, voilà, de faire sortir ces émotions-là. Je vais découvrir le cannabis quand j'aurai 16-17 ans pour faire un peu comme les autres. Et moi, je vais réagir très très mal au cannabis, hein. Ça va me je fais des crises de parano, des attaques de panique. Je vais me faire virer d'un McDo parce que voilà, comme quoi on n'a pas le droit de venir comme on est chez McDonald's, en tout ça pas comme ça. Mais pour autant, je continue à consommer parce qu'il faut que je fasse partie de ce groupe, hein, des gens que je trouve un peu cool. Donc, je suis dans finalement des consommations que j'adopte pour faire partie de ce groupe. Je vais être président d'un BDE d'une fac à Paris. Alors là, c'est vraiment dans mon quotidien, en fait, hein. C'est l'organisation de fêtes, les soirées, les pots, en sortant de cours. Et donc, il m'arrive de rentrer plusieurs fois alcoolisé à la maison. Mais encore une fois, comme j'ai de bons résultats et que je n'ai pas fait de crise d'ado, ça n'alerte personne. Ou en tout cas, il n'y a pas de discussion sur le sujet. Pire, je pars ensuite en école de commerce et là, je vais à Lyon
À Lyon, j'ai des copains qui veulent tous être banquiers. Ils écoutent Michel Sardou et ils boivent de la bière en jouant à la console. Moi, j'ai besoin d'être différent. Je suis très porté par la musique. Et là, c'est ma période, ma grande période de la musique électronique. On est au début des années 2000, fin des années 90. Et je découvre d'autres produits, notamment la cocaïne, et puis d'autres produits, l'ecstasy, la MDMA et des produits comme ça. Et là, j'ai l'impression de, voilà, j'ai trouvé le produit qui me va le mieux parce que bah, je me sens grand. Vous souvenez-vous de cette slide, hein, je me sens puissant, je me sens confiance, je me sens bien. Et puis cette consommation de produits, finalement, je suis un peu le seul dans mes copains. Je leur en parle sans trop pour leur en parler. Bref, ça fait partie de mon image. Et puis moi, je ne veux pas être banquier, je veux être publicitaire. Parce qu'ayant grandi dans les années 80 et 90, le publicitaire, en fait, c'est un peu la star du rock. Si vous avez vu 99 ans ou lu le livre, c'est vraiment cette idée qui a un côté un peu anarchiste, rebelle. Et j'ai envie de ça parce qu'en fait, j'ai l'impression d'étouffer quand même. Je me projette dans ce modèle-là. Je vais faire ma carrière, toute ma carrière, dans un très grand groupe de communication. Je vais commencer à New York, hein, donc vraiment, les choses, vraiment, les planètes sont alignées, tout va bien dans ma vie. Et ma carrière, vraiment, est comme ça. Pardon. Sauf que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson de Renaud, quand il parle de Manhattan, c'est je prends mon job à rail de coke, un café. Et puis moi, je suis dans une agence où on dit we work hard, we play hard. Et donc, on travaille énormément. C'est vrai, mais on se récompense et on fait la fête beaucoup parce qu'on vit en fait, on travaille beaucoup d'heures ensemble, donc on partage nos loisirs aussi le soir. Et puis à un moment donné, bah, finalement, je suis dans un cadre professionnel et puis il y a la consommation de cocaïne qui s'invite dans mon univers. Alors, ces deux produits, alcool et cocaïne, voilà, vont me porter, je vais vivre cette vie et pendant des années, ça va aller très bien jusqu'au jour où ça va aller plus du tout bien. Les premiers signes forts, pardon, c'est que je vais faire des crises d'épilepsie de sevrage les lendemains de grosses soirées. C'est les mains qui commencent à trembler le matin. C'est des crises d'anxiété très fortes. Bref, et puis c'est mon entourage familial dans un premier temps qui s'inquiète, mais qui ne sait pas trop quoi en faire, qui m'oriente un peu vers mon médecin généraliste. Mais le médecin généraliste, c'est un copain de mes parents, donc c'est difficile pour lui, c'est difficile aussi pour moi de lui en parler. Et je suis dans le déni. Moi, j'explique que non, bah, c'est parce que j'ai trop travaillé, parce que j'ai pas mangé, parce que oui, j'ai peut-être fait un peu la fête, mais d'habitude, ça va assez bien. Donc, je minimise tout. Et ça arrange finalement plutôt tout le monde de se dire, bon, bah, au fait, bon, bah, ça va aller, quoi. Il va comprendre et il va décider de gérer. Mes journées commencent de plus en plus avec mon obligation de consommer 10 centilitres de vodka pour pouvoir fonctionner à peu près normalement. Et puis, je vais consommer tout au long de la journée, donc parfois même en m'inventant des réunions pour pouvoir quitter le travail. Tous ces indicateurs, hein, je désinvestis la relation, la qualité de mon travail, et finalement, parfois, on ne sait pas où je suis, j'arrive en retard, je n'assiste pas à des réunions. Bref, je suis vraiment sur une trajectoire très, très descendante. Ces premiers signaux m'amènent à faire 3 premières cures. J'apprends rien dans ces 3 premières cures, si ce n'est que je suis peut-être capable de mettre un peu le produit à distance et qu'au fond, peut-être je vais réussir à retrouver le contrôle sur mes consommations, ce qui est un peu le rêve de toute personne devenue dépendante. Chez moi, le thermostat est cassé. Chez moi, si je bois un verre, j'en bois 40. Si je prends un peu de cocaïne, j'en prends beaucoup. Et donc je n'ai toujours pas compris que, bah, en fait, pour m'en sortir, il va falloir que je passe par une phase importante, ce qui va être l'abstinence. La quatrième cure, il va se passer quelque chose de très important. Je vais rencontrer un médecin et addictologue, psychologue, pardon, qui va me dire, vous savez, ce que vous avez, c'est une maladie. Et moi, c'est la première fois que j'entends cette chose-là. J'étais convaincu que c'était mon manque de volonté, que j'avais pas de chance, que voilà, j'étais trop faible, que bon, peut-être un jour, j'allais trouver les ressources pour réussir à contrôler cette consommation. Et elle m'explique que non. Ça y est, chez moi, le thermostat est cassé et que je pourrais pas m'en sortir tout seul, ou en tout cas, j'ai essayé de m'en sortir tout seul, mais ça n'a pas marché et j'ai plus aucune confiance en moi d'ailleurs. Et donc elle me dit: «N'ayez pas confiance en vous, hein, ça c'est pas possible parce que le produit vous dit tellement que sans lui, vous pouvez pas fonctionner. Donc ayez d'abord confiance en moi». Et en fait, elle me dit: «Je m'engage». Alors elle est médecin, elle est soignante, hein, c'est à l'hôpital Bichat où je travaille où je vais courir après après vous avoir, quitté. Elle me dit: «C'est mon domaine maintenant et tu peux compter sur moi». Je vous dis ça parce qu'en réalité, cet même, engagement, je vais le retrouver plus tard. Alors ça va marcher pendant 1 an, très bien marché et puis je vais rechuter parce que je suis parti, j'ai cru qu'au bout d'1 an, je pouvais reconsommer et puis finalement ça a pas du tout fait. C'est ce qui va m'amener finalement à perdre dans l'ordre, ma copine, puis mon job, puis mon appartement. Et avant de perdre mon appartement, je faisais beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes et là je vais rencontrer, alors c'était un vendredi 13 septembre 2013, une jeune fille et qui, alors c'est dans cette journée-là, moi je commence le matin à 7 heures. À 7 heures du matin,
jusqu'à 19 h le soir, je bois pour arrêter d'être en souffrance. C'est pas du tout pour l'ivresse, le plaisir, le courage, tout ce qu'on veut. Non, non, j'arrête pour arrêter de souffrir. Je suis obligé de consommer comme ça. Et puis à partir de 19 h, je peux avoir des soirées à peu près normales où bah, je suis alcoolisé, je suis sous emprise de cocaïne et donc il y a ce côté très arrogant, très voilà, mais finalement un peu fantasque. Et je rencontre donc cette jeune fille dans ce contexte-là. Et puis finalement, bah, apparemment, je lui plais un peu. Alors il se passe pas grand-chose hein, ce soir-là, mais elle revient me voir 5 jours plus tard, et 5 jours plus tard, elle me voit en pleine journée. Et là, elle me voit vraiment dans le dur de cette maladie, c'est-à-dire très inquiet, blanc comme un linge, appartement dans un désordre absolu. Et plutôt que de fuir, ce qui aurait été normalement la réaction, en fait, elle va rester jamais très très loin. On va beaucoup discuter, échanger, etc. Et puis au bout d'un an et demi, elle me prend entre quatre yeux, elle me dit, écoute, moi, il y a un problème, c'est que depuis que je t'ai rencontré, je suis sûr qu'on a quelque chose à vivre ensemble, mais entre toi et moi, il y a un truc qui est ta maladie. Elle repose exactement ce même mot et elle me dit, moi, je voudrais t'aider, mais je ne peux pas le faire si tu ne m'aides pas à t'aider. Cette phrase, c'est peu ou prou, c'est pour moi, ça va avoir le même effet que ce que m'avait dit ce médecin quelques années plus tôt. C'est que, en gros, c'est plus tout à fait seulement de ton ressort et si tu veux t'y engager, moi, je suis là pour t'aider. Elle n'est pas médecin, donc ce qui va être cette aide, ça va être de me réorienter vers le système de soins. On est en mai 2015, je vais rentrer en cure en juin 2016. Et encore une fois, ce qui a été pour moi ces deux moments déclenchants, c'est quelqu'un qui me dit, je te vois d'abord dans ta maladie, donc je suis plus, j'ai ouvert les yeux sur ce qu'était ta maladie, et ensuite je suis prêt à t'aider si toi aussi tu t'y engages. Cette main qu'elle m'a tendue en mai 2015, finalement, je la lui demanderai des années plus tard. Aujourd'hui, on est mariés, on a un très beau petit garçon. Mon abstinence, elle est très heureuse parce qu'en réalité, les produits qui me faisaient tant de bien au départ me faisaient beaucoup, beaucoup de mal. Et donc, entre risquer de retrouver ces conséquences totalement néfastes et finalement cet équilibre que j'ai reconstruit avec un autre projet professionnel, avec une autre façon de vivre, avec d'autres relations à mes amitiés, finalement, j'ai modifié mon environnement pour pouvoir vivre dans un premier temps en me protégeant beaucoup. Et puis aujourd'hui, je vis parfaitement normalement sans produit. Voilà, c'est vraiment l'idée de ce témoignage, c'est que on peut avoir une vie parfaitement heureuse, normale en apparence, et pour autant, il y a des souffrances en dessous. Il y a une fragilité aussi qui fait que tout à coup, il y a cette bascule. Et puis ensuite, il y a aussi cette idée que même si on pense qu'on n'est pas légitime, même si on ne sait pas trop quoi faire, en réalité, le simple fait d'en parler, créer un espace dans lequel on peut libérer cette parole, eh bien, c'est déjà une aide conséquente, voire même considérable, que vous pourriez apporter à un individu. J'ai quelques patients qui me rapportent que la discussion qu'on a eue il y a 4 ans, parce que j'accompagne pas mal de patients maintenant depuis quelques temps, c'est ce qui a été marquant chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en sont sortis pour autant, mais c'est que c'est cette discussion, ou qu'ils me parlent d'une discussion qu'ils ont eue avec un oncle, une tante, un médecin, enfin peu importe, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui, chez eux, a commencé à faire basculer l'idée que peut-être il y avait un moyen pour en guérir. Je dis ça que c'est encore plus vrai quand on a des gens qui sont très proches de nous. On est encore plus contraint, on a parfois les yeux encore un peu plus fermés, ça peut paraître encore plus difficile. Dites-vous que chez nous, ça peut faire une immense différence. Voilà, j'ai plus que quelques minutes, enfin nous avons encore quelques minutes pour les questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Il y a un petit lien dans la partie de chat qui va vous être proposé. C'est aussi pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de cette intervention. C'est important pour nous, pour nous améliorer. Merci beaucoup, je suis là pour vos questions. Alors, quelques questions au fil de l'eau. Qu'en est-il de la dépendance au travail? Alors, vous Pardon, l'avez l'addiction? Oui, l'addiction au travail, ben, en fait, c'est à distinguer du burn-out, hein. L'addiction peut mener au burn-out. L'addiction au travail, c'est quand mon travail, alors à l'origine, source de réalisation de beaucoup de bonheur, avec des hauts et des bas, bien sûr, bah, prend les autres aspects de ma vie, avec au risque de la santé, au risque de la relation avec le conjoint, par exemple. Je vais désinvestir mes loisirs, j'envoie des mails à 3 heures du matin, enfin, un certain nombre d'indicateurs comme ça. On est vraiment dans cette logique de il faut que je travaille plus pour avoir l'impression d'être bien dans mon boulot. Je sacrifie une partie de ma vie pour mon travail, incapacité à prendre des week-ends, incapacité à prendre des congés. Voilà, donc ce sont ces indicateurs-là. Et on appelle ça le workaholism. Une autre question de Raphaël. Si une personne consomme du cannabis pendant sa pause méridienne, mais dans l'enceinte de l'entreprise, peut-on sanctionner?
Oui, bien sûr. Interdiction de consommation de substances illicites à l'intérieur de l'entreprise. C'est de toute façon, c'est interdit sur la voie publique, donc ou chez vous. Donc c'est bien sûr et évidemment sur. Et puis parce qu'on pourrait vous dire, mais en fait, je fume du CBD. Sachez que le CBD ne peut pas être consommé non plus sur l'espace public. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on consomme chez soi. Et puis à cette occasion, d'abord lui rappeler que le petit pétard du midi, si normalement l'effet dure à peu près 3 heures. Si fume un petit pétard le midi, c'est que souvent on en consomme quand même chez soi le soir. Les traces dans l'organisme, souvenez-vous de cette slide, hein, ça peut être jusqu'à 72 heures. Donc voilà. Et puis surtout, encore une fois, un argument massu, c'est que quand bien même il sait gérer les effets, si jamais il arrivait un accident à cette personne, même s'il n'était pas responsable, sa consommation de produits psychoactifs décharge immédiatement l'entreprise de sa responsabilité. Il est responsable. Si vous avez un accident, que vous êtes sous emprise, même si ce n'est pas de votre faute, votre assureur il vous dit, monsieur, je m'en lave les mains, c'est pour vous. Et là, tout à coup, la justice passe du civil au pénal. Donc voilà. D'accord. J'ai une remarque de Karine qui dit difficile de contrôler les personnes en télétravail. Oui, c'est un vrai sujet. Et les indicateurs ne sont pas les mêmes. Donc, gardez les caméras ouvertes. Si quelqu'un Mm. est, voilà, ça va se retrouver dans l'addiction, ça va se retrouver dans la motivation, la présence. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Le télétravail a beaucoup complexifié un peu à la fois et la détection et en même temps pour les personnes qui étaient en difficulté déjà, mais que le travail protégeait. Eh bien, tout à coup, vous êtes incapable de me dire ce qu'il y a dans mon mug. Mm. Voilà. Merci. Également, HPI, TDAH, donc ce sont des profils qui ont tendance à développer encore plus facilement les addictions. Oui, alors vigilance avec. Alors oui, parce qu'en fait aujourd'hui on a un lien et les études commencent à être intéressantes, je trouve. Le TDAH, c'est aussi quelque chose ou HPI c'est vraiment autre chose, c'est qu'il y a une incidence sur notamment la quantité de dopamine reçue et que quand on est TDAH, d'abord on est capable de passer, enfin, on est incapable de rester concentré 45 minutes, hein, c'est très compliqué. Alors on y apprend. Et des produits comme l'alcool ou la cocaïne, par exemple, vous aident à vous focaliser. Et donc là, tout à coup, vous comprenez qu'il y a quelque chose de magique dans cette molécule. Mais comme ce sont des produits addictifs, bah, quelque part, vous êtes peut-être plus enclin à développer une addiction. Et puis, effectivement, chez les TDAH, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. On voit beaucoup plus de profils addictifs se développer. On va voir ça aussi chez les personnes qui ont des fragilités, notamment syndrome dépressif ou un certain nombre de pathologies, voire même, et si je tire ce fil de la santé mentale, donc c'est vraiment intéressant d'avoir le lien entre addiction, consommation de produits et santé mentale. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont des troubles bipolaires qui rapportent des consommations de cannabis ou voire même de kétamine, avec parfois même la promotion de ces produits qui est faite sur les réseaux sociaux. Donc attention, vigilance à ça, pour apaiser ou en tout cas écrêter les symptômes d'un trouble bipolaire, par exemple. Merci. Alors après, j'ai encore plusieurs questions, notamment en tant qu'employeur, on passe d'abord par la médecine du travail. Oui, Ensuite, existe-t-il des formations webinaires spécifiques pour les addictions dans le cadre professionnel? oui, Voilà. oui, oui. Je- Je vois passer est-ce qu'on peut parler d'addiction aux écrans chez les jeunes enfants? Oui, encore plus, encore plus, hein. Le cerveau des enfants se développe de façon considérable, très rapide, avec une production de neurones très forte. Tout ce que vous allez, enfin tout ce qu'ils vont subir, je dirais, comme pression à ce moment-là, risque de caractériser encore plus tard, d'avoir un impact très fort. Ils sont encore plus sensibles et donc avec une vraie possibilité effectivement d'avoir déjà des mécaniques d'addiction, notamment les conséquences du manque, notamment le syndrome du sevrage, c'est-à-dire vous supprimez le téléphone, cette colère-là, elle n'est pas juste feinte parce que en fait on lui a enlevé un jouet. Non, non, c'est un vrai symptôme de manque tout de suite qui apparaît. Et donc oui, souvenez-vous de cette 3, 6, 9, 12, hein, la règle. En réalité, aujourd'hui, on a envie de revenir à ça. En réalité, aujourd'hui, les pédopsychiatres nous disent idéalement, il ne faudrait pas de smartphone avant 16 ans. On en parlait un peu tout à l'heure en off. C'est très compliqué. Je suis jeune papa, il a 3 ans. Et je vois en réalité l'impact que ça a. Donc oui, on peut parler d'addiction aux écrans chez les enfants. Les contenus, ensuite, c'est autre chose. Parce que ça peut être à travers les jeux vidéo, à travers les séries, à travers les réseaux sociaux. Le contenu, en réalité, c'est ce qui va faire le temps d'écran, hein. Et donc oui, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a aussi maintenant des témoignages et puis les pédopsychiatres qui sont de plus en plus formés à cet accompagnement-là. Voilà. Et puis, alors, pour la personne qui souhaiterait me contacter, je vais mettre mon mail ici. Voilà, je vous le mets dans le chat, n'hésitez pas. Je serais ravi de poursuivre cette discussion avec vous, bien évidemment. Voilà. C'est vrai que voilà, le temps nous est compté. Je vais peut-être, moi, pour
conclure, Mmh. Esther nous dit, enfin vous dit, grand merci pour ce temps d'éclairage sur la dimension de l'addiction. Merci pour votre témoignage exprimé. C'est sûrement un grand pas dans votre réalité d'être soigné et de guérir. Bonne Oui. journée. Sachez que je me Merci. soigne en vous parlant encore. Voilà. Et si vous pouviez juste, voilà, je crois que je sais pas si vous l'aviez mis dans Oui, le oui, chat, le mais je lien. peux le Voilà, remettre. pour Voilà. celles et ceux qui ont encore 1 minute et demie, voilà, juste remplir ce petit questionnaire. Nous, ça nous aide à nous améliorer. Et puis, bah, vraiment, je vous remercie de votre attention. Et je vous laisse avec juste cette phrase. La vigilance, c'est faire attention à ces signaux qui vous inquiètent. La bienveillance, c'est cette posture que vous pourriez avoir, ou que je vous conseille d'adopter par rapport à cette problématique. Quand vous dites à quelqu'un: «Dis donc, tu as pas un problème avec l'alcool», vous êtes dans le jugement, c'est le déni qui va s'opposer à vous. Si vous allez le voir en vous disant: «Je m'inquiète pour toi», vous êtes en train de lui dire que vous l'aimez et que vous le voyez dans sa difficulté. Donc vigilance et bienveillance, c'est les 2 mots avec lesquels je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée à vous et infiniment merci, Nicolas. Au Et c'est plaisir. Merci. Au revoir.